Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Club Paname. Événement, Dreyas n'est pas là ce soir. Nous allons tenter de mener à bien la publication de l'enregistrement. Sans lui, c'est pas gagné. Olivier, ton partenaire de jeu favori est en vacances, pas trop triste? Écoute, ça va me faire des vacances à moi aussi. Très bien. Lionel, donc petit nouveau de la bande, bienvenue. Merci, bienvenue. Enfin, merci pour me permettre de participer au Club Paname, que j'écoute assez régulièrement et je suis content aujourd'hui d'être de l'autre côté. Parfait. Donc, on reviendra avec nos deux chroniqueurs sur les deux matchs de la semaine, remportés assez largement par Paris Saint-Germain, 5-1 contre Montpellier et 3-0 contre Nîmes. On se projettera aussi sur les matchs à venir, notamment United, évidemment. Et on reviendra aussi sur l'actualité qui a été assez riche cette semaine avec le nouveau sponsor maillot et notamment la rumeur de Tonton Wenger, directeur du football, peut-être l'année prochaine. Commençons sans plus attendre. On va commencer par la présentation de Lionel. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous décrire ton lien avec le foot et le PSG ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis un passionné de foot. La preuve, j'ai repris mes études il n'y a pas longtemps pour faire un bachelor en métier du sport. J'ai aussi passé les diplômes d'agent de joueur. Bon, j'ai pas réussi, mais pour l'anecdote, j'étais assis à côté de Pierre Fanfan lors de l'examen. Au niveau du Paris Saint-Germain, je supporte le PSG depuis 1995. Ça fait presque 24 ans maintenant que je suis un supporter du Paris Saint-Germain. Et je suis abonné au parc cette année. D'accord, c'est bon. T'as tout connu, quoi, les années glorieuses, les années un peu plus dures et le retour. Voilà, ma première année, c'était l'année où on gagne la Coupe des Coupes. Donc, ça a été une très belle première année. T'as bien commencé. Voilà, exactement. Bon, on va commencer par revenir par le premier match cette semaine qui était Montpellier. Donc, cette victoire 5-1. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match, Olivier ? J'ai aimé la victoire, qui était effectivement une victoire large après quelques résultats plus étriqués. J'ai aimé qu'on continue le sans faute au parc, qui est quand même une série qui compte. J'ai aimé qu'on poursuive le cavalier seul en tête. Et puis j'ai aimé plus sur le jeu, le jeu offensif qui a été proposé à l'occasion de ce match, que j'ai trouvé de qualité, avec des occasions qui ont été très nombreuses, puisque outre les 5 buts, 2 autres ont été refusés par le VAR pour des hors-jeux qui étaient vraiment minimes. J'ai aimé le changement tactique entre la première et la deuxième mi-temps. Rappelons qu'en première mi-temps, c'était plutôt un 4-4-2 et qu'en deuxième mi-temps, comme d'habitude, Tourelle avait changé en proposant un 3-5-2 qui a été beaucoup plus opérant, notamment mieux adapté aux défauts qui sont constitutionnels de nos latéraux, défauts offensifs pour Kerrer et défensifs pour Kurzawa. Et puis, il faut le saluer aussi, j'ai aimé le jeu proposé par Montpellier, qui est réputé comme une équipe très rugueuse, ultra défensive, souvent agressive. On avait un petit peu peur du fait du peu de nombre de joueurs disponibles, qu'on ait encore des blessés si Montpellier avait mis un peu le pinceau. Je trouve qu'ils sont restés bien organisés défensivement, d'accord, mais qu'ils n'ont pas hésité à relancer, à attaquer en nombre dès que c'était possible. Et le score ne reflète pas la qualité de leur match, qui a été équilibré jusqu'à la 70e minute, avec trois buts détournés ensuite ou contre son camp. Vraiment, ils n'ont pas été en réussite sur ce match-là. Les pauvres, on les critiquait pour leur jeu un peu défensif. Ils viennent de se prendre 5-1 et 4-2 par 1 en 3 jours en essayant de jouer, malheureusement, mais on espère qu'ils vont continuer. Lionel, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match ? Après, comme a dit Olivier, moi aussi j'ai aimé le fait que Paris, de la première à la 90e minute, ait cherché à marquer, ne s'est pas arrêté de jouer. J'ai aimé aussi le retour de Kurzawa. C'est pas souvent qu'on peut dire qu'il fait de bonnes prestations. Là, j'ai trouvé que sa prestation était assez correcte, était une très bonne prestation et qu'il a été bon. J'ai aimé aussi Mbappé. On reviendra peut-être dans les joueurs. D'accord. Là, c'est plus la prestation d'équipe. Voilà, on va dire c'est ça. Surtout, j'ai aimé notre jeu, notre envie de marquer des buts. Et puis, comme a dit Olivier, j'ai beaucoup apprécié le fait que Montpellier ne soit pas venu mettre le bus. Bon, après, malheureusement, ils n'ont pas été récompensés en prenant 5 buts, mais c'était un match qui était agréable et qui change de ce qu'on a pu voir de Montpellier dans le passé. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé, s'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé ? Au niveau de Paris Saint-Germain, pas grand-chose. Je trouve qu'on a été sérieux et je trouve que c'est bien. Donc, il n'y a rien que tu n'as pas aimé, tu as pas de parfait. Olivier, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimé ?
Oui, comme je l'ai un peu évoqué dans ce que j'ai aimé, j'ai pas trop compris la disposition tactique en première mi-temps, parce que je trouvais que le 4-4-2 avec Kurzawa et Kerrer, qui étaient vraiment positionnés en arrière latéraux, n'était pas tellement adapté à leur qualité défaut. Et ça s'est d'ailleurs vu par une faible performance défensive qui a été déplorée par Tourelle dans sa conférence d'après-match. Verratti a été une fois de plus très esselé au milieu de terrain avec un Alves qui, même actif, souffre d'un manque cruel de vitesse et on voit que de temps en temps il est dépassé, notamment défensivement. Et Draxler, qui est sur courant alternatif en termes d'implication et d'agressivité, malheureusement, comme c'est souvent l'habitude. Et Nkunku, dont on a du mal, qui a du mal à se situer. C'est un joueur qui a des qualités. On l'a vu sur ce match. On en reparlera pour le match de Nîmes. Mais il a toujours un peu de mal à bien se positionner. Je ne sais pas quelles sont les consignes qu'il a, et notamment défensivement. Et le résultat de tout ça, c'est que le pressing a été moins efficace, laissant trop de liberté aux Montpellierins, qui ont d'ailleurs réussi à égaliser et qui n'ont pas été loin de marquer après tout ça. Donc, mais bon, il y a à la fois un problème tactique, mais il y a aussi le problème d'effectif de Tourelle qui doit jongler avec les mises au repos, avec les trous qu'il y a dans l'effectif, avec les blessures. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup de turnover, beaucoup de changements tactiques et qu'il n'a pas toujours la bonne solution. Très bien, on va passer maintenant aux performances individuelles. On va passer aux joueurs que vous avez aimés. Vous pouvez donner trois joueurs dans les tops. Olivier, quel est ton top 3? J'ai mis bien sûr Mbappé, encore un but pour ce match, et même trois si on n'avait pas attribué, non, deux buts il a marqué, et même trois si on n'avait pas attribué son premier à Hilton sous la forme d'un CSC. Et on en refuse un autre. Non, non, il a marqué un but. Non, Il a marqué un but et Il aurait pu en marquer trois si on n'avait pas attribué son premier à Hilton et si on n'avait pas refusé un autre juste avant pour un hors-jeu de Kurzawa passeur. J'ai aimé son activité, ses gestes techniques à gogo qui régalent le public. Et puis surtout, ce que j'aime en ce moment, c'est qu'il commence à avoir des réflexes d'attaquant de pointe. C'est un poste où on avait quelques doutes sur sa maturité, pouvoir l'occuper sans difficulté. Je trouve qu'il est de mieux en mieux dans ce poste-là. On le voit plus patient, il est à l'affût, il est capable de jaillir entre les deux défenseurs centraux comme un vrai neuf. Et je crois que ça, c'est très encourageant car ça augmente sa palette technique. J'ai aimé la paire de défenseurs centraux Marquinhos-Kimpembe, qui étaient orphelins du Monstro, mais qui ont fait le job défensivement, qui ont été attentifs en couverture et au marquage, et qui ont fait aussi quelques montées et relances bien senties. J'ai aimé Kurzawa, je crois peut-être un petit peu trop par rapport à sa prestation réelle, mais je crois qu'il faut le citer parce qu'on le pensait vraiment perdu pour la cause avec sa cascade de soucis, de pépins physiques. Et là, même si tout n'a pas été parfait, il a rendu en tout cas une bonne copie offensive avec un but qui est magnifique, où il se place comme un vrai attaquant de pointe et une passe décisive. Et puis il a été capable de tenir le rythme pendant tout le match, mais il garde toujours ses problèmes défensifs, tant en technique défensive pure qu'en lecture du jeu. Il a un petit peu de mal à se situer. Et on voit bien, la deuxième mi-temps l'a démontré, qu'il est fait pour la défense à 3, qu'il décharge un petit peu de ses tâches défensives, comme on retrouve un petit peu les défauts qu'a Bernat et les qualités qu'a Bernat. Et puis je voudrais donner un satisfecit à M. Texier, parce que voilà, on a vu un arbitre qui a laissé le jeu se développer sans trop siffler, sans trop cartonner. Et puis surtout un arbitre moderne qui évolue avec les progrès de son temps. Et je trouve que l'utilisation des aides techniques, que ce soit la goal line technologie ou le VAR, ont été exemplaires. Il n'a pas perdu beaucoup de temps, il n'a pas trop arrêté le jeu. Il s'est appuyé dessus quand c'était vraiment nécessaire. Non, j'ai trouvé que cet arbitre était vraiment dans le vent de l'histoire. C'est vrai qu'on souligne souvent les arbitres quand ils sont mauvais, c'est bien de le souligner quand ils font une bonne performance. Lionel, tu avais commencé à parler des joueurs tout à l'heure, donc toi, voilà. tu sembles confirmer ce que dit Olivier. Quels sont les joueurs que tu as aimés? Moi, j'ai bien aimé Kurzawa déjà. Je crois que c'est son premier match titulaire en Ligue 1 cette saison, il me semble. Donc, il a fait une très belle coupe, mais peut-être pas en Ligue 1, ouais. Il a fait une très belle performance, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis longtemps. Mbappé, bien sûr, qui marque un but et a été omniprésent devant.
Et puis j'ai bien aimé aussi Di Maria. Je trouvais qu'il a fait un bon match jusqu'à sa sortie et qui nous met un coup franc magistral aussi. Très bien, mais moi j'ai bien aimé Bernat aussi, qui jouait dans un rôle de défenseur central dans cette défense à 3 au départ. Pas contre Montpellier. Ça, c'est Nîmes, oui. Contre Montpellier, il n'a pas joué. Ouais, il n'a pas joué contre Montpellier. Ah oui, c'est contre. Ouh là là. Drayas, reviens, Drayas. Oui, non, oui, exactement. Ouh là là, je m'excuse, cher auditeur. On va passer maintenant du coup aux joueurs que vous n'avez pas aimés, Lionel. Quels sont les joueurs que tu as moins aimés sur ce match? Moi, j'ai pas trop apprécié le match de Kimpembe. J'ai trouvé qu'il est un peu trop facile. Pareil aussi pour Verratti, qui a eu pas mal de déchets pendant ce match et qui provoque, il me semble aussi, le coup franc où on prend le but. Et puis peut-être on peut rajouter Buffon, mais bon après ce serait peut-être chipoter un petit peu sur le but qu'il prend. Il n'est pas exemple de tout reproche. Et puis même il y a eu une frappe aussi sous le poteau. J'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment dans son match, mais bon ça n'a pas non plus. C'était pas une prestation catastrophique. Mais voilà, pour moi c'est les trois qui n'ont pas fait leur meilleur match, mais après c'était pas dramatique en tout cas. J'en connais un qui va moins chipoter sur Buffon, Olivier, ton flop 3. Ah oui, non, la Buffon, c'est pas possible. Tu peux pas prendre un but comme ça à ce niveau-là. Mais bon, je crois que là, on voit vraiment ce qu'est Buffon, c'est-à-dire c'est un gardien qui est très fort sur la ligne, mais qui reste en permanence sur sa ligne, voire même derrière sa ligne, comme ça lui est arrivé ce coup-là, où il prend la balle derrière lui. Et je crois que ça lui pendait au nez, c'est le défaut de ses qualités. Et moi, je reste inquiet devant ses réticences et ses difficultés dans les sorties. Est-ce qu'il lit mal le jeu? Est-ce qu'il a un petit peu peur de ses capacités physiques actuelles? Est-ce qu'il est comme il a toujours été, c'est-à-dire que ça n'a jamais été son point fort, et je trouve que la défense n'est pas tellement rassurée par cet attentisme lorsqu'il s'agit d'aller devancer, d'aller jouer un petit peu en libéraux, comme on le demande à un gardien moderne. Bon, je ne vais pas non plus l'enfoncer totalement, parce qu'il a fait aussi quelques parades réflexes qui ont été, qui sont toujours son point fort. Mais voilà, je reste réticent depuis le début sur Buffon, et ce match-là m'a conforté dans le risque qu'il fait prendre à l'équipe dans ce type d'action. Alors Verratti, bon, je ne veux pas mettre un vrai flop, et c'est vrai qu'il a joué tout le match alors qu'on sent qu'il est un peu fatigué, il a eu son activité habituelle, je crois qu'il a touché encore énormément de ballons, mais il a raté quelques passes, il a perdu des ballons, ce qui n'est pas là habituel pour lui. Mais voilà, dans une formule d'équipe où il est sans Marquinhos au milieu, et avec d'autres joueurs qui ont moins d'appétence défensive, on sent qu'il est très seul pour faire le boulot, et on ne peut pas lui jeter la pierre totalement. Et dans le fait qu'il ait été un peu abandonné, je mettrais Alves et Nkunku qui ont, à mon avis, leur part de responsabilité dans la contre-performance défensive d'ensemble, même si ce qu'ils ont fait offensivement a racheté une partie de leurs défauts défensifs. Il y a quand même une passe décisive pour Alves et un but pour Nkunku, donc il n'y a pas de top totalement mérité dans ce match. Je crois qu'il y a quelques contre-performances en dehors de Buffon. Très bien, on va passer maintenant donc au match contre Nîmes avec victoire 3-0 avec un but de Nkunku et un doublé d'Mbappé pour changer. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match, Lionel? Tu étais au parc, donc tu as bien pu voir. Exactement. On va dire que j'ai aimé à partir de la 30e minute. 30e, 35e minute, où on a commencé à mettre un petit peu plus de rythme dans le jeu. Surtout la seconde mi-temps, où là, on a vraiment vu une équipe qui commençait à envoyer des dépassements de fonction. On a vu Bernat sortir un peu de la ligne de 3. On a vu même Marquinhos des fois un petit peu sortir. Donc, on était moins attentiste. Et puis, on a vu Mbappé se procurer énormément d'occasions. Et je trouve que ça, c'est une très bonne chose, parce que même s'il a du déchet, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras et qui est tout le temps en train de vouloir plus. Et j'ai apprécié ça. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, j'ai bien aimé le binôme Paredes-Verratti, surtout sur la seconde mi-temps, un peu moins en première. Et puis notre défense, Marquinhos-Silva, que j'ai beaucoup apprécié aussi pendant ce match. Très bien, Olivier. Là, j'ai trouvé que le système de jeu était bien adapté à l'adversaire et aux possibilités du moment.
Ça a été un, comment on pourrait appeler ça, un 3-1, 3-3, puisqu'il y avait une défense à 3 avec Bernat. Ça, c'est encore une idée de Tourelle que je trouvais patente. Il place Bernat à 1m20 parmi les 3 défenseurs centraux. Déjà testé par Guardiola à Munich dans ce Ouais, système. ouais, c'est culotté, c'est bien. Et puis, on voyait la première fois l'association Paredes-Verratti, même si ils n'ont pas joué en double pivot. Paredes était très nettement en sentinelle, placé juste devant sa défense, et Verratti plus largement devant lui. Après, j'ai aimé l'état d'esprit, et cet état d'esprit qu'on voit depuis le début de saison, mais qui est monté d'un cran depuis le match retour contre Liverpool. Bah, il m'épate de plus en plus. Je crois que la devise de l'équipe de France de Didier Deschamps, championne du monde, on ne lâche rien, est reprise à son compte par le PSG de Tourelle. Alors, on sait que les joueurs rouges et bleus sont des techniciens au-dessus de la moyenne, mais ils ont su ajouter un investissement, une intensité, une continuité dans un même match et match après match qu'on déplorait qu'ils n'avaient pas trop avant cette saison. On savait qu'on avait une très belle équipe qui jouait très bien au ballon, mais on a tous été un peu échaudés par des effondrements psychologiques qu'on ne voit plus cette année. Aujourd'hui, non seulement ils ne se relâchent pas, mais même le match plié, il continue à pousser jusqu'au coup de sifflet final. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui d'Alves qui cavale comme un lapin, alors que le match est plié, il continue toujours à en vouloir encore plus. Et cette pression permanente mise sur l'adversaire qui est obligé de courir après le ballon, bah on le voit, finit par l'user et à le faire craquer régulièrement en deuxième mi-temps. On a souvent dénoté une différence de comportement de l'équipe entre la première et la deuxième mi-temps. Mais maintenant, on comprend ce qui se passe. C'est un peu laborieux en début de match, le temps que le PSG ait pris la mesure de son adversaire. Puis petit à petit, il l'use et le match bascule après la pause. Ce que j'ai aimé, c'est le nouveau clean sheet. On a pris, je crois, que 5 buts au Parc des Princes, dont quelques pénaltys. Et j'ai trouvé Areola très rassurant pour sa défense. Voilà un gardien qui joue comme un gardien moderne, qui couvre parfaitement la profondeur par des sorties bienvenues, quand son concurrent à l'ancienne reste surtout fort sur sa ligne. J'ai aimé le nombre considérable d'occasions de but créées, 9 pour le seul Mbappé, qui en a raté beaucoup, mais qui finit quand même par en mettre 3, même si une, encore une fois, a été refusée pour un hors-jeu microscopique. Et enfin, j'aime bien sûr, on est obligé de le remarquer, le cavalier seul, impressionnant en Ligue 1, puisqu'au terme de cette journée, avec encore un match en moins, bah, le PSG compte 22 points d'avance sur Lyon et 27 sur l'OM, qui sont ses traditionnels rivaux présumés. On peut rajouter aussi que sur ces 2 derniers matchs, que ce soit Nîmes ou Montpellier, ce sont des équipes qui sont venues au parc avec cette envie de jouer. Donc ça a permis quand même de voir des matchs assez agréables et c'est une bonne chose. Oui, je crois que on s'interroge un petit peu sur la façon de prendre le PSG. Comment arriver à gagner, ou en tout cas à ne pas se faire battre par le PSG. Certains l'ont embêté en ne jouant absolument pas, en étant extrêmement compact et retranché sur ses buts. Mais bon, on sait que c'est quand même pas facile et qu'on est toujours à la merci d'un exploit technique des uns et des autres. D'autres ont essayé de le prendre sur le jeu et bon, ça a marché avec Lyon, qui a quand même un tout autre effectif que ces équipes de milieu de tableau. Mais là, on voit que dès qu'on laisse un peu des espaces, et ces espaces vont forcément se creuser en deuxième mi-temps avec la fatigue, la déferlante est quasi inévitable. Donc, on pense que personne n'a encore véritablement trouvé la recette pour embêter durablement sur tout un match le PSG cette saison. Après c'est vrai, mais au-delà de Lyon, les 2 autres équipes qui nous ont pris des points, qui sont Strasbourg et Bordeaux, avaient aussi cherché à jouer sur les 2 matchs où ils font match nul contre nous. Et je trouve ça plutôt intéressant que ce soit ce genre d'équipe avec des intentions positives plutôt que des équipes qui mettent le bus cette année, des équipes qui nous ont pris des points. On voit moins de bus cette année, c'est vrai. Ouais, et tant mieux. Olivier, du coup, qu'est-ce que tu as moins aimé sur ce match? Bah, pas grand-chose, il faut vraiment être très difficile pour ne pas aimer, pour pinailler un peu. Bah, je crois qu'on peut regretter l'entame un peu poussive. Pendant les 20 premières minutes, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques un peu inhabituelles et qui ont permis à Nîmes de rester dans le match. Mais comme souvent, bah, c'est le moment où l'adversaire est encore saignant et peut perturber. Et puis aussi un manque d'adresse devant le but qui a retardé l'échéance puisqu'on avait ouvert le score à la 40e et qu'il a fallu attendre la 69e pour que les autres buts viennent. Mais il faut rappeler qu'on jouait sans Neymar, Cavani, Di Maria
et avec Choupo-Moting. On en reparlera tout à l'heure. Toi, Lionel, qu'est-ce que tu as mangé? Ben, je pense que Olivier a tout dit. C'est vrai que les 30 premières minutes étaient assez poussives. On ne mettait pas de rythme. C'était beaucoup de petites passes, beaucoup de déchets aussi. On avait aussi une défense à 3. Enfin, les 3 joueurs qui restaient vraiment assez bas et qui ne cherchait pas en fait à apporter un plus, et on n'avait pas besoin en fait pour moi d'avoir ces 3 joueurs sur la même ligne, sachant qu'en plus que Paredes avait tendance à venir se positionner à côté d'eux. Et puis un autre truc aussi, c'est que je trouve qu'on a tendance à prendre beaucoup de cartons sur nos premières fautes, et ça je trouve que c'est un petit peu gênant, ça. C'est vrai, ça c'est assez souvent cette année qu'on prend des cartons jaunes rapidement. On va passer maintenant aux performances des joueurs. Quels sont les 3 joueurs que tu as bien aimés, Lionel? Alors en premier lieu, je mettrais Verratti, qui pour moi fait un match de très très haut niveau. On a vu, quand il est à ce niveau-là, il est indispensable pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, bien sûr, qui met 2 buts. Alors c'est vrai qu'il en rate beaucoup, mais comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Il peut en rater 1, 2, 3, il va continuer, il va vraiment chercher à mettre ses 2, 3 buts chaque match, même s'il n'en met pas, même s'il n'en met qu'un seul, mais c'est quelqu'un qui a un mental hors norme. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi Nkunku sur ce match, qui je trouve a fait un très bon match. Il a été propre, il a fait de très bonnes actions, il a marqué son but, il a failli marquer un deuxième but magnifique sur un petit piqué. Et je trouvais qu'il a été dans le tempo du match aujourd'hui. Son but aussi est vachement beau, l'enchaînement relance-frappe. Exactement, très beau contrôle, et après, tout de suite, il y a un petit plat du pied entre les jambes du gardien, me semble. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Ok, Olivier, est-ce que tu partages Oui, j'aurais à peu près les mêmes joueurs. Je rajouterais Bernat, positionné sur le côté gauche de la défense à 3. J'ai trouvé qu'il a été parfait. Tant sur le plan défensif, où il nous avait tellement inquiété lors de ses premières prestations, il a été rarement surpris par les attaquants adverses. Il a bien contrôlé dans son dos, c'est souvent un peu son problème. Et puis en attaque, il a été très actif, surtout en deuxième mi-temps, avec des bonnes projections et des centres. C'est pas un centreur extraordinaire, mais là, il a été efficace, dont celui magnifique en retrait pour le premier but de Kiki. Et ouais, vraiment, c'est un joueur qui m'étonne de match en match et qui est devenu un élément extrêmement efficace et des compos d'Emery. D'Emery, mon Dieu, que dire. Verratti, bien sûr, alors qu'il avait mal démarré avec un déchet technique inhabituel au point qu'il a pris une soufflante de Tourelle, il s'est totalement repris vers la 20e minute. Il est redevenu le meneur de jeu inspiré qu'on aime tant, avec une activité déjà défensive importante, et puis des ouvertures géniales comme celle pour Nkunku à l'ouverture du score. Seule sa relation avec Paredes, moi j'ai trouvé assez déficiente, mais ça, à mon avis ça tient plus à l'Argentin qu'à lui. J'en reparlerai dans les flops. Nkunku, oui, je suis d'accord avec Lionel. Moi, j'ai trouvé qu'il était positionné en offensif droit. C'est pas toujours son meilleur poste, mais il est monté en puissance au cours du match avec des dézonages fréquents qui ont déstabilisé souvent l'arrière-garde adverse. Il est assez fuyant, assez difficile à prendre. Et puis, il est capable d'accélération, de percer balle au pied, avec une très bonne conduite de balle. Et sa maîtrise technique, comme l'a dit Basto, pour son deuxième but de la semaine, avec enchaînement, contrôle, reprise en demi-volée, est sensationnel. On le sent plus libéré, il a plus de rythme parce qu'il joue un peu plus de matchs. Et c'est sûrement celui qui a tiré le mieux profit des opportunités de jeu données par Tourelle en raison des manques de l'effectif et des absences. Et puis Mbappé, alors là, bon, comme Drayas n'est pas là, je voudrais le saluer par un top flop dont il a le secret. Top pour ses 2 nouveaux buts et, comme je l'ai dit, sur l'adaptation de plus en plus convaincante en attaquant axial. Et flop pour ses nombreuses occasions ratées, mais les fans du génie français diront que l'essentiel est déjà d'être capable de se les procurer. Très bien, tu voulais enchaîner sur les flops, vas-y Olivier. Choupo-Moting, c'est vraiment une incongruité dans cet aéropage de technicien accompli. Il est lourd, il est lent, il est emprunté avec le ballon, il fait vraiment tâche dans l'effectif. En plus, il joue sur le côté alors qu'il a un physique de pivot, mais bon, il joue très très peu en pivot. C'est son poste dans sa carrière, ailier gauche de base. Oui. Il s'est trompé avec le physique qu'il a. Il faut qu'il joue dans l'axe. Là, il se prend pour ce qu'il n'est pas et ça se voit.
Et puis, oui, sa lenteur d'exécution qui lui permet pas de conclure ses rares ballons de but. Il contrôle mal, il a du mal à enchaîner. Bon, à sa décharge, j'en attendais pas plus au vu de son pédigré. Il est là pour dépanner, pour faire souffler les stars. Et puis, il est courageux, batailleur et apparemment bon camarade puisqu'il a su s'attirer la sympathie de ses partenaires et l'affection du parc. Mais vraiment, c'est pas l'essentiel pour un club comme le PSG. C'est plus moqueur le parc. Hein, On sait pas trop, on sait pas trop. Non, je crois qu'il est, voilà, il est touchant dans sa maladresse. Bon, effectivement, quelle va être l'évolution, on va voir. Non, celui qui m'a déçu, c'est Paredes. Alors bien sûr, on doit être indulgent car il n'a pas joué depuis longtemps. Il doit s'adapter à un nouveau club, à des nouveaux partenaires. Mais je l'ai trouvé ultra décevant hier. Il a été positionné en sentinelle, souvent à la hauteur de ses centraux. Il a semblé très très lent, très timide. Il se projette quasiment jamais. Il joue la majorité de ses ballons derrière ou sur le côté. Alors bien sûr, quand on lui laisse le temps de s'organiser, il est capable d'un jeu long précis et de trouver des ouvertures, heureusement. Mais sinon, dès qu'il a un petit peu de pression, il tente pas grand-chose. Il a un carton jaune pour une intervention défensive où sa lenteur le fait arriver immanquablement en retard. Et je crois que malheureusement, c'est des actions qu'on va revoir. Il a tiré tous les corners et on peut pas dire que ça a été une réussite absolue. Et puis le dernier point noir et pour moi peut-être le plus embêtant, c'est sa relation quasi nulle avec Verratti, alors qu'on en espérait beaucoup, et notamment la reconstitution du duo que Verratti a formé avec Mota. Pour le moment, c'est pas la première fois. Le grand Mota n'a toujours pas été remplacé. Alors on va laisser un petit peu de temps à Paredes, mais cette prestation n'est vraiment pas encourageante. Et t'as pas de troisième flop du coup? Non, les autres, je les ai trouvés. Non, je n'avais personne d'autre à fustiger. Alors, je crois que Lionel, t'es pas d'accord sur Paredes déjà. Et toi, quels sont tes flops? Ben, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il n'a pas fait un gros match et qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais en fait, là où j'ai trouvé assez intéressant le binôme avec Verratti, c'est que ça permet à Verratti d'être un peu plus libre et de passer un peu plus haut et donc de pouvoir mieux orienter le jeu, ce qu'on a pas pu voir par exemple contre Montpellier cette semaine. Et donc à ce niveau-là, je trouve que ça libère un peu Verratti, qui a tendance souvent, quand il est avec un autre milieu de terrain, à venir chercher le ballon très bas. Et là, c'était plutôt Paredes qui s'occupait de cela et Verratti, lui, était passé un peu plus haut et orientait le jeu, et jouait court, mettait les ballons dans le dos. Et donc, à ce niveau-là, j'ai trouvé que cette complémentarité était assez intéressante. Mais c'est vrai que sa performance est moyenne et qu'il fait beaucoup de passes en retrait. Et même au niveau de son body langage, on va dire, je trouve qu'il a tendance à essayer de trop diriger l'équipe. Et il ne joue pas au Zénith, il est à côté de joueurs comme Thiago Silva. Et je ne suis pas sûr qu'ils apprécient tout le temps on lui dit où il doit faire la passe et autres, quoi. Donc, et puis après, bon, Choupo-Moting, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Je pense qu'Olivier a déjà tout dit, c'est suffisant. Très bien. Je voudrais revenir, si tu m'autorises, là, sur Paredes. Ouais. Effectivement, je crois que Verratti a besoin d'avoir un milieu un peu plus défensif, qui joue derrière lui, qui lui permet de se libérer un peu des tâches défensives et de jouer plus haut. Mais quand tu vois aujourd'hui l'association Marquinhos-Verratti, Paredes n'est pour le moment absolument pas à la hauteur de ce duo-là. Ah. C'est le duo qui explose cette année au PSG et on pouvait espérer que Paredes, même si on s'attendait à ce qu'il soit un petit peu moins fort défensivement que Marquinhos, ait au moins une capacité de relance, de passe en profondeur qu'il a montré avec beaucoup de parcimonie et le fait, alors qu'on était relativement peu inquiété défensivement, qu'il ait joué très bas, qu'il ait joué essentiellement sur le côté et derrière lui pour pas perdre la balle et qu'il ait pris relativement peu de risques et peu de projections, bah la plus-value par rapport à Marquinhos aujourd'hui, elle est nulle. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais réagir aussi sur Paredes, par rapport à ce qu'a dit Olivier. Il y a des points où je suis d'accord, d'autres moins. J'étais comme toi, Olivier, j'ai l'impression qu'il avait pris très peu de risques et tout ça. Et j'ai vu une vidéo qui a circulé de son résumé de son match. Il crée 5 occasions sur des longs ballons à l'arrivée, 5 occasions nettes.
Je t'enverrai le lien si tu veux. Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu? Tu sais, des actions Oui, bien sûr. ponctuelles prises comme ça, je suis sûr que Verratti en crée au moins Ah, mais autant. Verratti, c'est Verratti, on est d'accord, c'est encore un autre niveau. Après, toi, je suis totalement en accord pour l'avoir vu beaucoup à Rome. Moi qui aime beaucoup la Serie A, je connais un peu Paredes. Le côté un peu lent qui va faire des fautes et qui va prendre beaucoup de cartons, ça c'est inévitable, c'est sûr. On l'aura toujours avec ce joueur. Par contre, c'est un joueur qui est très très fort sous pression adverse. Là, on l'a pas vu, mais on le verra. C'est un joueur qui est vraiment très fort pour relancer les balles très proprement sous pression adverse. Il adore ça, il crée même ça. En gros, c'est venez vers moi, venez me presser, et hop, il crée le décalage. Donc là, je pense qu'on le verra plus tard. Moi, il y a un autre truc qui m'a gêné, que ce soit à Saint-Etienne pour son premier match ou là contre Nîmes, c'est sa disponibilité quand on a le ballon. Il se cache souvent derrière la première ligne de pression adverse, ce qui fait qu'il est difficile à trouver. Et c'est plus ça qui m'a gêné sur Paredes. Mais je pense que physiquement, il est pas encore prêt. Et comme son jeu, par rapport à, comme tu dis, qu'il demande. Enfin, il a besoin en fait d'être à 100% physiquement pour pouvoir vraiment exploiter son potentiel. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit dans un nouveau club et qu'il soit pas à 100% physiquement, il n'a pas cette confiance encore pour pouvoir vraiment mettre en place ce qu'il sait faire en fait. Oh, bah, c'est évident, il a eu sa trêve en Russie, ça finit Ouais. c'est quasiment la trêve estivale comme nous, comme ça peut l'être pour nous. Donc oui, il est en manque de rythme et puis il a jamais eu le même partenaire à Saint-Etienne. Il a joué avec Marquinhos, là il joue avec Verratti. Il faut qu'il prenne ses marques. Moi je me fais pas de soucis. On va attendre un petit mois avant de le juger plus spécifiquement. J'ai envie de vous relancer sur un point. Olivier, tu as parlé de Mbappé qui était de plus en plus à l'aise en numéro 9. Il y a la fameuse ritournelle sur Cavani. Et là, on peut se poser vraiment de plus en plus la question avec ce nouveau rôle d'Mbappé en pur neuf de est-ce que Cavani doit continuer à être indispensable, surtout quand on pense qu'on peut jouer un système à 3, comme tu l'as dit, qui met en avant les qualités de Bernat ou d'Alves. Olivier, ton avis là-dessus? Ah, tu veux, c'est toujours pareil. Quand Cavani joue, on reste sur sa faim, et puis on s'aperçoit de l'importance de Cavani quand il joue pas. Cavani, il va te mettre des buts, il va en mettre, il va continuer à en mettre. On n'a pas 36 buteurs de surface comme Cavani. Mais Cavani, il y avait eu beaucoup de critiques sur la façon dont Laurent Blanc avait utilisé Cavani et Ibra. Moi, j'ai jamais été persuadé que Cavani soit vraiment un joueur d'axe. Quand on le voit d'ailleurs évoluer, très très souvent il dézone, déjà parce qu'il fait des replis défensifs très importants, ce qui ne lui permet pas de revenir à toute vitesse pour pouvoir occuper une place, et puis il aime bien aller chercher des ballons sur les côtés. Donc je pense que le fait que Mbappé progresse dans l'axe va lui donner peut-être un petit peu plus de liberté, et j'espère qu'il va y avoir une complémentarité de meilleur en meilleur entre ces deux joueurs qui sont en train Cavani de retrouver le type de jeu qu'il aime et Mbappé de prendre une place qui va permettre à Cavani de trouver la sienne peut-être plus facilement. Et moi, je crois vraiment que cette saison, en tout cas, Cavani est absolument indispensable dans cette équipe. C'est ce duo qui va se partager un petit peu la pression des défenseurs et qui maintenant a un coefficient de création d'action. Il y a encore un petit déficit dans la concrétisation, mais il y a un coefficient de création d'action exceptionnel avec ces deux joueurs. Mais je te relance encore, Olivier. Les derniers matchs, on avait vu un 4-4-2 qui était plus hybride. C'était un vrai 4-4-2. Il y avait un peu de difficulté. Toi, dans un 3-4-3, si Neymar revient, si Cavani doit être titulaire, tu sors Di Maria du coup? Non. Je sors pas Di Maria parce qu'on a vu tout ce qu'il peut apporter. Non, je pense que Di Maria, pour le moment, si Neymar revient, tu dis. Oui. Ah oui, si Neymar revient, là, il va y avoir un problème, effectivement, parce qu'il y a des joueurs qui sont indispensables. Pour le moment, le duo Marquinhos-Verratti est indispensable. Alors, est-ce que la troisième place au milieu est dévolue à Di Maria? C'est bon. Mais devant, c'est sûr que le trio va être reconstitué, ça c'est sûr. Mais quand il avait tout le monde à sa disposition, bah, il faisait jouer ces trois vedettes plus Di Maria. Di Maria a joué avec les trois comme il a joué sans les trois. Ouais, mais c'était avant le retour d'Alves qui maintenant se positionne en piston. Ouais, mais enfin Alves, il joue parce que il n'y a pas tellement d'autres solutions. On a bien vu encore qu'il voulait pas l'aligner pour le reposer, mais Meunier a encore été interdit de jouer pour ce match.
Combien de temps Alves va durer à ce niveau-là? Il fait un peu penser au lapin du Racel, là, mais bon, la pile va peut-être finir par s'épuiser un peu. Dans ce système à 3 hybrides, la dernière fois qu'on avait vu avec Cavani, avec tout le monde disponible, c'était contre Liverpool et Marquinhos était redevenu défenseur central. Et c'est Di Maria qui était venu au milieu avec Verratti. Ouais. Mais bon, il faut mieux avoir plus. C'est bien, si on se pose la question entre Cavani et Di Maria, c'est qu'on a des bons choix, on va pas s'en plaindre. Lionel, toi, ton avis là-dessus? En fait, c'est ce que tu disais, c'est que quand sans jouer qu'une défense à 3, la question d'équilibre va se poser, puisque à partir du moment où on a les deux pistons à droite, Alves et à gauche, Bernat, et le milieu de terrain, Marquinhos, Verratti, il restera 3 places devant. Si on a Neymar, c'est Neymar, Mbappé sûr, et la 3e place, ce sera entre Di Maria et Cavani. Donc après, tout dépendra, je pense, du profil d'équipe que l'on aura en face de nous. Peut-être que si on a une équipe un peu plus défensive qui joue avec un bloc bas, peut-être qu'avoir un Cavani serait plus intéressant. Ou si on a une équipe où il faut avoir des contres et donc avoir des joueurs en capacité de contrer rapidement, peut-être que Di Maria serait plus intéressant dans ce schéma. Voilà, comme s'il y a à choisir entre Alves et Di Maria, je pense que Tourelle choisira Di Maria. Oui, mais après, je pense que dans ce type de match, Alves montre qu'il est capable de hausser son niveau et puis son expérience et sa grinta. Moi, je pense que ça peut être intéressant. C'est quelqu'un qui ne lâche pas, qui se bat, qui a une certaine expérience, qui sait comment aussi parler aux arbitres. Enfin, c'est des choses qui nous manquent, surtout quand on avait Thiago Motta à l'époque qui le faisait. Là, aujourd'hui, je trouve que Alves, quand il est là, ça nous permet en fait d'avoir ce type de joueur qui est capable de secouer son équipe et c'est un plus. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a eu tellement de fois où on n'avait pas de choix, de bons choix. Là, on ne va pas se plaindre d'avoir le choix et on peut rendre gloire à Tourelle d'avoir multiplié les systèmes et tous les systèmes de jeu qui fait qu'aujourd'hui, on peut se poser de cette question Cavani ou Mbappé et on ne va pas s'en plaindre. On va maintenant passer au match à venir. On a Dijon et Caen pour préparer United, entre guillemets préparer. Pour vous, demain en coupe, est-ce qu'il faut continuer la rotation ou alors il faut jouer la coupe à fond et mettre une équipe B contre Caen avant le match contre United, Olivier? Moi, je pense que le match de Caen, c'est celui qui va servir de répétition générale avant la réception de Manchester. Et je crois qu'on verra, sinon tous les titulaires, au moins la majorité des titulaires, pour ce match capital. C'est peut-être ce match où il va essayer de relancer Cavani, justement. En coupe, face à Dijon, qui est mal classé, plutôt accaparé par son maintien, de surcroît au Parc des Princes, là je crois qu'il va faire tourner la majorité, il va faire mettre au repos la majorité de ses titulaires, et on va voir une équipe qui sera une équipe mixte. Je me mouille, je lui mettrai une compo Buffon, Meunier, Kerrer, Kimpembe, Nsoki, Nkunku, Paredes, Kurzawa, Draxler, Choupo-Moting, Diaby, un truc comme ça. Je le vois pas prendre le risque d'une blessure. Ce sera Areola demain. Pardon? Ce sera Areola, je pense. Il va mettre Buffon après à Caen. Non, c'est fini Buffon après sa bourde, là, il peut plus croire en Buffon. Arrête, c'est ton seul rêve. Tu es seul dans ce débat. Mais j'étais souvent seul, mais j'ai eu tellement de fois raison que je suis obligé de m'accrocher. Oh le melon. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu reposer par exemple Mbappé et Marquis face à Nîmes plutôt que face à un match à élimination directe comme demain? Oui, mais un match à élimination directe. Même si on se fait sortir de la coupe, tout le monde s'en fout. Non, mais je pense que Comboiré, il va pas venir pour. Il est bel équipé. Comboiré, il a mis des joueurs importants qui seront pas là, notamment Abed et Sliti, qui sont pas annoncés titulaires. Donc effectivement, je pense que ce match-là, ça va être gentleman agreement. On va se qualifier tranquillement, peut-être pas avec un match flambant, mais on va pas jouer la gagne à fond sur ce match-là. Et toi, Lionel, tu es de cet avis? Il faut mettre l'équipe B demain et une répétition contre Caen? Oui, tout à fait. Sachant plus que le match contre Caen, c'est samedi, après on joue mercredi, donc il y aura 4 jours de repos. Je pense que les joueurs, ils ont besoin de rythme. Et par exemple, si on les fait jouer ce week-end, enfin mardi et le prochain match dans 8 jours, peut-être qu'ils manqueront un peu de rythme. Et quand on connaît les compétiteurs, ils ont besoin de ce rythme, de jouer de manière peu espacée. Enfin, en tout cas, éviter d'avoir de trop longues périodes sans jouer. Je pense que le mieux, c'est de mettre une équipe, de faire tourner demain et de mettre la meilleure équipe contre Caen. Ok, très bien. On va passer maintenant au match contre United. Donc, on a appris en plus hier, avec tous les blessés côté United. Il y a Matic, il y a Herrera, il y a Lingard, il y a Rashford. Ça a été une hécatombe. Mata aussi, une hécatombe. Ils ont dû faire 3 changements au cours de la même mi-temps. Et Rashford a fini le match blessé, mais puisqu'il ne pouvait plus faire de changement, il a continué à jouer sur le terrain.
Donc la question que je vous pose, c'est par rapport à notre passif aussi. Est-ce que vous attendez une confirmation de l'aller en mode il faut confirmer la victoire en gagnant de nouveau, ou une simple qualification, par exemple une défaite 1-0, vous satisferait-elle, Lionel? Non, non, il faut gagner parce que déjà, enfin, quand on voit le Paris Saint-Germain, on voit les médias autour du Paris Saint-Germain, une défaite, on relancerait entre guillemets la pièce dans le jukebox pour nous expliquer que le Paris Saint-Germain, ils ont toujours ce relâchement, que c'est jamais sûr avec eux, qu'ils ne sont pas passés loin et autres. La fameuse culture de la peur que disait Mbappé. Ouais. Exactement. Donc je pense que non, il faut que Paris gagne contre Manchester, déjà pour montrer qu'on a compris, qu'on est lancé. Et puis parce que, comme on dit, le Paris Saint-Germain n'a pas non plus 20 matchs dans la saison pour lancer des messages. Donc c'est dans ce type de match qu'il faut être à 100% et montrer que le Paris Saint-Germain est présent. Olivier, tu es d'accord ? Oui, je crois qu'on a changé d'entraîneur et on s'en rend compte match après match. Je ne vois pas Tourelle être le genre d'entraîneur qui va jouer pour garder un résultat et pour faire jouer son équipe défensivement. Je pense que son jeu, c'est un jeu de pression, c'est un jeu d'intensité, c'est un jeu d'impact. Et il va continuer sur cette voie-là qui lui a bien réussi. Maintenant, simple qualification, c'est un mot, c'est deux qualificatifs qu'on a du mal à associer quand on se rappelle les saisons précédentes. Donc, il n'y a jamais rien de simple. Entre guillemets. Voilà. Et là, on a vu, c'est toujours pareil avec le PSG. On passe un petit peu du difficile au facile. Là, il y en a eu tout un enchaînement de matchs où les adversaires étaient tellement en dessous de nous qu'ils ont permis à Tourelle finalement de passer ce cap des nombreuses absences sans trop de dégâts, mais il n'a pas pu non plus rôder totalement un effectif. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Marquinhos et Verratti ensemble? Cavani joue pas, Verratti avait été blessé. Bon, donc il y a quand même pas mal d'incertitudes. Et puis, je rappelle qu'on était dans la situation de Manchester au match aller, c'est-à-dire que nous, on avait beaucoup d'absences. Et eux se présentaient avec quasiment tous leurs atouts. Et eux vont venir avec beaucoup d'absents. Ça veut donc dire que les remplaçants, qui ont peut-être une occasion de se montrer, vont avoir une toute autre attitude que vont avoir les titulaires. Maintenant, pour moi, ce qui va tout changer pour Manchester, c'est que Pogba n'est pas là. Et que quand Pogba n'est pas là, ils n'ont pas tellement de fond de jeu. Ils n'ont pas tellement de joueurs qui sont capables de prendre les clés du camion. Et bon, a priori, ça devrait le faire, mais je vois pas un match conservateur, je vois un match à la Tourelle, c'est-à-dire on va envoyer. Il leur manque tout leur milieu de terrain, il me semble. Et Matic, Herrera aussi sont absents. C'est ça, ouais. Tout leur milieu de terrain, et même Mata, qui est la solution B, qui est absent aussi. Donc ouais, vas-y, pardon. Oui, donc quand on voit l'équipe qui vont aligner contre nous, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de gagner. Sinon, on va lancer un message un peu négatif et on va donner encore la permission aux médias d'expliquer que le Paris Saint-Germain, comme dirait Mbappé, on va leur permettre de vendre de la peur. Donc, moi, je suis d'accord avec vous deux. Petite justification à l'aller, on n'avait que 2 titulaires absents. Là, United va se présenter avec 5 voire 6 titulaires absents, donc c'est une petite différence. Et après, je n'ai pas de doute, comme toi, Olivier, que Tourelle va vouloir jouer pour gagner. Ça, il n'y a aucun doute, mais c'est plus dans le côté mental de l'effectif par rapport au passif qu'il pourrait y avoir des doutes. Et là, je rejoins Lionel. Pour moi, il faut montrer que justement, on n'a pas peur et confirmer convenablement cette victoire pour montrer qu'on est là, quoi. Et puis on a l'impression que cette fragilité mentale a un peu disparu cette saison. Et que donc on va se présenter cette fois-ci avec vraiment des attitudes de compétiteurs qui sont celles qu'on voit à chaque match. Bon, 2 buts d'avance, beaucoup de blessés à Manchester, un effectif qui est vraiment très dynamique. Faudrait une catastrophe, mais catastrophe et PSG étant souvent deux synonymes, il faudrait une catastrophe pour que ça passe pas. Mais bon, comme dit Lionel, là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, surtout, et on va en parler maintenant, avec la dynamique commerciale qui est en train de s'installer. Exactement, passons à cette dynamique. Donc on va passer à l'actualité de la semaine. On va commencer par le nouveau partenariat de sponsoring. Donc Paris a signé
Cette semaine, le nouveau sponsor principal de maillot, ce sera Accor Live Limitless, le retour de Sébastien Bazin au Paris Saint-Germain. Il va mettre plus de thunes en un an qu'il en a mis en 5 ans à Paris. Donc Accor Live Limitless qui deviendra sponsor principal pour une durée qui est minima de 3 ans avec 3 en option et un prix qu'ils ne veulent pas divulguer, mais qui serait compris entre 60 et 70 millions par an. Donc j'ai posé la question, est-ce que vous étiez inquiet que les choses traînent et est-ce que vous êtes satisfait du montant? Olivier, je sais que tu étais inquiet à un moment. Ah oui, moi j'étais plus qu'inquiet parce que j'ai toujours été conscient que le recrutement de Neymar et Mbappé, c'était un pari et que pour que ce pari soit gagné, c'est-à-dire qu'on arrive à éponger les coûts pharaoniques de leur transfert, il fallait deux victoires, des victoires sur le terrain et notamment en Ligue des Champions de façon à les exposer médiatiquement le plus longtemps possible à l'international parce que c'est malheureusement pas en Ligue 1 que tu vas vendre ces joueurs-là. Et puis, il fallait que leur présence déclenche un renouvellement du sponsoring, d'autant qu'on est plombé depuis un certain nombre d'années par le sponsoring discuté et discutable, il faut bien le dire, de QTA, qui est régulièrement dévalué. On est passé de 200 à 100 millions. Maintenant, on entend parler de 58 millions et c'est encore contesté. Donc, c'était absolument nécessaire de voir frémir les choses. Or, l'année dernière, on se fait sortir en 8e. Et puis, on n'a pas vu beaucoup de nouveaux sponsors apparaître. Et là, c'est vraiment un gros coup. Il y a qu'à voir la présentation, la qualité de la présentation qui a été faite, tout à fait internationale avec... ils ont sorti les Lions, là, le gars qu'ils ont engagé de la NBA qui a l'air vraiment d'être un bon. Tout ça s'est fait en anglais. Enfin, tu sentais vraiment la grosse machine se mettre en place. Alors moi, je suis pas tellement bluffé par les montants parce que c'est jamais que 2 fois ce qu'on touchait du sponsor précédent. Moi, je suis bluffé par le point d'appel que va être un sponsor de cette qualité, un grand nom international avec une grande partie d'actionnariat français. Donc ça aussi, c'était important. Et puis, tout ce qu'il semble vouloir développer autour de ce partenariat, qui n'est pas simplement un partenariat maillot, mais aussi une synergie de développement des deux enseignes. Tout ça est très, très intéressant. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est l'interview que Nasser a donnée le lendemain ou 2 jours après dans Marca, où on voit que Accor ne va pas être la seule opération. Il a parlé de 7 partenaires nouveaux, de 6 partenaires renouvelés. On a eu plus de détails sur la renégociation du contrat Nike, qui va probablement ne pas être réévalué au niveau Nike, et qui, associé au partenariat Jordan, va être capable de rapporter de l'ordre de 80 à 100 millions. Donc là, on se rapproche des sponsoring maillots équipementiers des plus grands clubs. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que Nasser n'éliminait pas la possibilité de la poursuite du partenariat avec QTA à des niveaux qui sont bien sûr acceptables par l'UEFA, mais c'est des niveaux qui vont être des niveaux de l'ordre de ce que va rapporter Accor. Donc, on sent qu'il y a une grosse dynamique qui se met en place, que l'effet Mbappé et Neymar, qui a été un peu retardé, est en train de jouer, d'où l'intérêt d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions pour entretenir tout ça et exposer médiatiquement les bijoux de famille que sont Junior et Kiki. Mais là, vraiment, je suis rassuré par rapport à l'investissement. Ok, très bien. Lionel, toi, j'imagine que tu étais aussi très content. Est-ce que tu as eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Pour connaître un peu comment ça se passe à ce niveau, je savais que le Paris Saint-Germain est un club assez attractif. Il y a eu pas mal d'offres. Je pense qu'ils étaient en phase de négociation et qu'ils ont cherché à trouver la meilleure. Et je pense qu'ils l'ont trouvé avec Accor. Donc moi, j'étais assez confiant. Je savais qu'ils allaient trouver quelque chose de très bien. Et puis, quand on connaît la puissance du Qatar, quand on connaît le réseau qu'il y a autour du club, moi, il n'y avait pas d'inquiétude à ce niveau, en fait. Donc, après, c'est un super accord. J'ai entendu Olivier qui dit 2 fois le montant de Fly Emirates. Sur les chiffres qui ont pu circuler sur Twitter, on parle pratiquement de 3 fois même, parce que j'ai cru comprendre que ça pouvait être aux alentours de 75 millions annuels. Donc, c'est un super contrat qui va nous permettre de pouvoir peut-être moins vendre
et d'assurer un mercato plus intéressant cet été. On va en parler tout de suite. Moi, je veux juste rendre hommage aux hommes dont on parle moins, hein, Jean-Claude Blanc et Marc Armstrong, donc, qui a été nommé directeur sponsoring du PSG cet été. Et dont voilà, les résultats sont là aujourd'hui, donc bravo à eux. Donc parlons maintenant justement de l'impact que peut avoir ce gros transport, Lionel, ce gros contrat. Ouais. Lionel, tu venais de parler de ce que ça peut avoir d'impact sur le sportif. Pour toi, ça va nous aider, du coup, tout ce qui est FPS, recrutement. Déjà, on a pu le voir lors du dernier mercato, on a dû se séparer de beaucoup de joueurs, parce que là, on a un effectif quand même qui est assez limité, on n'a pratiquement pas de milieu de terrain, on a dû recruter un, et même malgré ça, on se rend compte qu'on a encore des manques dans l'effectif. Donc je pense que cette année, ça nous permettra peut-être de conserver l'effectif qu'on a actuel et de rajouter les 3-4 joueurs dont on a besoin. Donc oui, c'est sûr que ce sera bénéfique et que le Paris Saint-Germain pourra enfin redevenir un peu plus actif sur ce mercato. Très bien, Olivier, toi, tu étais un peu comme moi, tu avais peur qu'on soit obligé de vendre un joueur comme Neymar ou Mbappé. Est-ce que tu es rassuré maintenant d'un coup pour l'impact Je crois que déjà, c'est vraiment la chose primordiale, c'est que déjà, on n'a plus besoin de vendre Neymar et Mbappé. Donc ça, c'est déjà la chose qui me rassure par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir. Parce que des craintes, moi, j'admire Lionel de ne pas en avoir eu, parce on est quand même poursuivi par l'UEFA depuis un certain nombre d'exercices, et c'est au point que cette année, on s'est auto-interdit de recrutement. Quand tu regardes les mercatos faits, ça montrait quand même qu'on n'avait pas tant d'aisance que ça. Donc, je crois que en dehors de la chose primordiale qui est pouvoir conserver Neymar et Mbappé, parce qu'ils sont de toute façon indispensables à la poursuite de la dynamique sponsoring, l'impact sur de ce qu'on pourra faire à côté me semble encore difficile à mesurer. Comment va se terminer l'enquête UEFA, on ne le sait pas. Moi, j'attends encore un élément très important qui avait la décision favorable du TAS, qu'on nous promet mais qu'on n'a toujours pas. Et la Galatasaray a eu la faveur du TAS pour le même cas que nous, donc on peut espérer. Espérons. Enfin, tant que la décision n'est pas tombée, on ne peut pas savoir absolument. Car elle nous libérerait au moins des menaces sur les exercices passés, parce qu'il y avait la possibilité que la décote qui était décidée s'applique sur les exercices, soit rétroactive. Donc si déjà on échappe à ça, bon, on n'a plus qu'à s'occuper de l'avenir, et de l'avenir, il semble bien en marche, en espérant effectivement qu'on va pouvoir redémarrer une politique de recrutement, à la fois sur des éléments de pointe, mais on a un effectif qui est quand même pas mauvais à ce niveau-là, mais surtout une densification du banc, parce qu'on voit les derniers matchs qu'on joue, on les joue avec moins de remplaçants que ce qui est autorisé sur la feuille, et même parfois avec 2 gardiens qui font partie des six remplaçants. Donc on sent qu'on a vraiment on est sur la corde raide au point de vue quantitatif. 5 remplaçants à Nîmes, c'est ça. Ouais. On est sur la corde raide sur le plan quantitatif, et on est là pour le moment, on serre les fesses, ça se passe bien, mais on est à la merci d'une cascade de blessures, et on voit avec Manchester que c'est quelque chose qui peut tomber dessus à n'importe quel moment. C'est sûr. On va maintenant passer à la deuxième actualité de la semaine. Olivier, elle va te réjouir aussi. Donc, selon l'agence de presse allemande SID, Wenger aurait trouvé un accord avec le PSG pour devenir le nouveau directeur du football du PSG. Est-ce une bonne ou mauvaise idée? On connaît déjà ta réponse, Olivier. Vas-y, c'est pour toi. J'avais d'ailleurs commencé comme ça dans ma préparation. Ma position est connue, donc je vais pas chanter la Marseillaise, mais je pense que le PSG souffre depuis le départ de Leonardo de crédibilité, d'efficacité à ce niveau dans son organigramme. Et pour moi, il l'a toujours été. Arsène Wenger est le candidat idéal pour occuper cette fonction aujourd'hui vacante de directeur de football qui avait été créée pour le brave Hollandais dont j'ai déjà oublié le nom et qu'il n'a jamais véritablement occupé, c'est-à-dire un responsable délégué autonome de tout le secteur sportif, au même titre que Jean-Claude Blanc l'est pour tout le secteur général du club. Il a l'expérience de toutes les facettes du poste, qu'il a occupé en plus de celui de coach pendant 20 ans dans un club aussi important qu'Arsenal. Alors, il est de bon ton de brocarder ces dernières années, il ne faut pas oublier ses premières, et c'est surtout un des techniciens étrangers qui a le plus révolutionné le foot anglais quand il est arrivé en Angleterre. Quand il est arrivé en Angleterre, c'était encore The Boring Arsenal, tout le monde les sifflait, ils emmerdaient tout le monde, et il a transformé le foot anglais, et il l'a ouvert sur l'international. Ça, il ne peut pas avoir perdu ça.
En plus, depuis le début du projet, il a la confiance de l'émir, qu'il le consulte régulièrement. Il est français et on sait que c'est quelque chose qui est capital dans notre environnement national ultra chauvin, notamment dans le domaine de la communication. On a quand même un directeur sportif muet depuis 2 ans. Ça, il y a besoin de reprendre quelque chose. Nasser, il fait ce qu'il faut dans le domaine de la communication autour du club. Enfin, sa communication foot, elle est quand même assez triste, à part de dire que ses joueurs et son entraîneur sont les meilleurs du monde. Après chaque victoire, bon, c'est quand même pas là-dessus qu'on peut compter. C'est quelqu'un qui est unanimement respecté par toutes les familles du football international et par leurs instances. Et se priver de ses compétences, si bien sûr il est intéressé, ça serait à mon avis une faute de gestion majeure parce que sa présence crédibiliserait encore plus le projet du club qui est en train justement de changer de dimension et qui, à mon avis, a besoin d'un personnage de cette stature pour pouvoir incarner ce renouveau. J'ajouterais que Tourelle aime beaucoup aussi Wenger. Ça peut aussi je ne l'ai pas dit parce que je le gardais pour une relance éventuelle. Tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que l'arrivée de Wenger fait débat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Toi, Lionel, tu es plutôt de l'avis d'Olivier? Oui, je suis de l'avis d'Olivier. Comme dit Olivier, il est respecté. Ben, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui était sur les tablettes de beaucoup de clubs, même dernièrement du Bayern de Munich, qui a été à l'époque intéressé par le Real était intéressé par ses services, le Barça. Donc, c'est quelqu'un qui est respecté au niveau européen. On en parlait même aussi dans les institutions comme l'UEFA et la FIFA. Donc, ça prouve son réseau, ça prouve sa connaissance. Pareil, on a souvent tendance à le critiquer sous ces dernières saisons, mais il était dans un championnat où la concurrence a été grandissante ces dernières saisons. Il y a très peu de championnats où on a vu des équipes comme City, Chelsea ou autres qui sont arrivées avec une telle puissance financière. Et malgré ça, malgré le fait qu'il a dû faire face à une attractivité un peu moindre de son club due à moins de dépenses, à l'arrivée de son nouveau stade où ils ont pu moins dépenser, il a quand même gardé le cap. C'est quelqu'un qui a toujours, alors c'est vrai qu'il critique un petit peu la politique du Qatar au niveau du Paris Saint-Germain, mais qui a toujours pensé qu'il y avait beaucoup de choses à faire à Paris, qui parlait beaucoup de la forte capacité de l'Île-de-France en termes de jeunes. Donc moi, je vois beaucoup de choses positives à une arrivée de Wenger. Et comme dit Olivier, ce serait le pendant parfait à Jean-Claude Blanc dans l'aspect sportif. Et puis, on a pu le voir aussi dans d'autres clubs comme l'Atlético Madrid ou la Juve, où tu peux très bien avoir un directeur de football accompagné d'un responsable du recrutement, puisque c'est ce qui était Berta et Paratici, par exemple, à la Juve et à l'Atlético Madrid. Et donc, il peut très bien s'entourer de quelqu'un qui s'occupe du scouting et autres, et lui, vraiment organiser l'aspect, tout ce qui est formation et autres du Paris Saint-Germain. Tu fais une transition parfaite. Quand on parle recrutement au PSG, on voit bien que ce n'est pas le directeur sportif qui est forcément l'homme clé. Les recrutements comme Neymar, comme Mbappé, c'est pas un directeur sportif qui va décider ça. Ça, c'est des recrutements uniquement financiers. Il n'y a aucun entraîneur du monde qui refuserait Neymar et Mbappé. Bah, il suffit que l'émir ouvre le carnet de chèques et puis c'est réglé. Donc, il n'aura pas du tout l'omnipotence qu'il pouvait avoir à Arsenal, où il était le seul maître après Dieu dans le secteur sportif. Là, il aura plutôt un rôle d'accompagnement, un rôle d'articulation entre les différentes composantes du club. Et je crois qu'il arrive à un âge et avec un bagage d'expérience où il est tout à fait adapté à ce poste-là. Je crois qu'il a tiré un trait sur le coaching et il n'embêtera pas Tourelle à ce niveau-là. Mais il va sûrement le soulager. On voit que Tourelle, il est quand même un peu isolé en dehors du soutien de l'émir. Il est isolé à l'intérieur du club. Il est en guerre avec Enrique. Il peut discuter un peu avec personne. Là, il va avoir quelqu'un qui va faire le tampon, qui va l'accompagner, qui va lui préparer le terrain. C'est une association dans laquelle on peut croire. Après, vas-y, pardon, Lionel. Après, concernant Enrique, où je trouve qu'il cristallise pas mal de critiques, je trouve que sa position non plus n'a pas été facilitée par la façon dont a été nommé Tuchel. Parce qu'à partir du moment où tu prends un directeur sportif, c'est quand même pour moi à lui de choisir son entraîneur. Et à partir du moment où Tuchel a été choisi par l'émir, je pense que la chose qui aurait dû être faite, c'est de tout simplement se séparer d'Enrique. Pour moi, l'idée était pipée dès le départ, entre guillemets. On va arriver à la transition. Nasser a pas forcément démenti l'arrivée de Wenger, il l'a plutôt fui la question sur Wenger. Par contre, il a démenti le fait que Enrique serait sur le départ.
Donc, on est en pleine transition. Lionel, pour toi, est-ce qu'il faudrait garder Enrique plus Wenger? Non, pour moi, c'est pas compatible. Parce que si on prend Wenger, c'est dire que tu retires des prérogatives à Enrique. Et on a pu voir déjà sa réaction quand Tourelle est arrivé et a commencé à mettre son nez dans le recrutement, où il a, on va dire, savonné la planche sur certaines recrues qui essaient de faire Tourelle. Donc si en plus de ça, derrière, on lui met Wenger au-dessus, ça va être un bordel. Donc je pense que il me semble qu'il a un contrat qui finit en 2021, parce qu'il est arrivé pour 4 ans. Donc, si on décide de prendre Wenger, il faut lui laisser cette indemnité et lui dire au revoir. Ça n'a pas d'intérêt de conserver plusieurs personnes, de cumuler des gens dans cette position. On rappelle ce qu'a dit Enrique à l'arrivée de Tourelle. Il y a quand même mieux qu'un Allemand pour commander ce club. C'est quand même assez fort. Toi, Olivier, est-ce que tu crois au démenti de Nasser ou est-ce que tu crois au duo Enrique-Wenger? Moi, je répondrais à Enrique, qui a quand même mieux qu'un Portugais pour s'occuper Mais bon, je crois que la présence contractuelle, le contrat d'Enrique oblige Nasser, tant que son départ n'a pas été réglé à l'amiable, à rester sur la réserve par rapport au remplacement d'Enrique. On entend dire que le départ d'Enrique est acté et qu'on est en train de négocier les conditions. Tant que ça n'est pas fait, Nasser va rester dans l'expectative. Non, moi, comme Lionel, je ne crois absolument pas à un duo Wenger-Enrique. Je pense qu'Enrique ne restera pas, de toute façon, ne devra pas rester si Wenger arrive. Il y a toujours eu ce problème de flou dans les prérogatives de chacun au PSG. Au moins, l'engagement de quelqu'un comme Wenger va clarifier la situation. Il sera, comme Eblan, responsable, bien sûr sous le contrôle de ses dirigeants, mais le seul responsable, et on lui laissera les mains libres. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il viendra en dehors de cette liberté-là. Et c'est ce que je crains finalement sur la possibilité pour le PSG d'engager Wenger, c'est que Wenger ait un doute sur ça, c'est qu'il ait aussi envie de ne plus être impliqué complètement et fortement dans un projet très prenant et qu'il aspire plutôt à une fonction moins exposée à la FIFA ou à l'UEFA comme il en a la possibilité. Voilà, je crois que c'est mon interrogation pour le moment, c'est la position de Wenger, qui n'a jamais dit totalement qu'il était derrière ça. Tout le monde, pour le moment, joue un peu au poker menteur. On va voir comment ça va se dénouer. Mais les déclarations de Nasser, il faut lui accorder l'importance que ça mérite. Très bien, moi je suis plutôt d'accord avec vous deux, même si je troll beaucoup sur le sujet Wenger, notamment cette semaine sur Twitter avec Olivier. Merci. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Je pense que Wenger, il ne faut pas lui donner les pleins pouvoirs de recrutement, mais il sera en lien avec Tourelle, il y aura un responsable du recrutement et il va amener cette dimension français pour les instances et puis tout ce qu'il connaît du monde du football. Donc, je suis plutôt pour aussi. Tout à fait. Et puis je pense Ce n'est pas le premier décisionnaire du recrutement, mais je pense que ce sera une structure qui sera faite pour le cas. Donc je suis plutôt pour aussi. Tout à fait. Et puis si on peut rajouter quelque chose avec l'arrivée des nouveaux centres de performance qu'on aura, c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui maîtrise tous les rouages de tout ce qui est formation et autres, quoi. Bien sûr. Et merci à vous. On arrive au terme de ce podcast. Merci, chers auditeurs, de nous avoir supportés une nouvelle fois. Merci, Lionel, pour cette première. J'espère que tu as pris du plaisir. Merci à vous pour l'invitation et j'espère avoir été assez bon pour une première, en tout cas. On te reverra. J'espère. Merci beaucoup. Et merci, Olivier, toi, pour cet énième podcast. Moi, je rassure Lionel, il a été bon. Bon, je suis obligé de dire qu'il nous a manqué en plus Drayas avec ses relances assassines, mais bon, on va rétablir ça. Ça a été très calme, très posé, un bon podcast, très professionnel. C'était bien. Parfait. On se retrouvera pour analyser le match à United avec, on l'espère, pas de mauvaises blagues, joué par notre tendre et cher club. À bientôt les amis, à bientôt les auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Salut Olivier et Lionel. Merci à tous les deux. À bientôt. Salut Olivier, salut Bastien.